Patrick, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravie de vous rencontrer. Alors, vous avez plein de casquettes, vous avez travaillé à la Cour des comptes, vous êtes philosophe, vous êtes chercheur. Comment je vous présente? Moi, je me définis souvent comme un passeur-cueilleur. Mais le fil rouge, le métier au sens fort du mot métier, qui veut dire ministère mystérieux, qui veut dire projet de vie, c'est justement un goût que j'ai pour mettre en rapport des univers qui souvent sont étrangers les uns aux autres. Donc, tout est lié, vous venez de le dire. Donc, aujourd'hui, on va parler de lien et on va essayer d'aborder une question qui me taraude beaucoup en ce moment, qui est celle du temps. Il faut considérer le temps comme une sculpture, hein, c'est-à-dire nous n'avons pas la possibilité de tout vivre. Et plus encore dans nos sociétés où la multiplication de l'information, des relations, des situations, on est dans le zapping. Ouais. Donc la première des choses, c'est ce changement de posture dans le rapport au temps, c'est de dire j'accepte de ne pas tout vivre, mais ce que je vis, je le vis intensément. Donc à ce moment-là, c'est un changement dans le rapport à moi-même, dans le rapport au temps, mais c'est aussi un changement dans le rapport aux autres. Parce que si je veux tout vivre, évidemment, les autres sont des rivaux permanents. Si j'accepte de ne pas tout vivre, mais de vivre intensément ce que je vis, au contraire, les autres deviennent ce qu'on peut appeler des compagnons de route en humanité, parce que c'est grâce aux autres que je vais avoir accès à des saveurs de vie que je ne connaisserais pas directement. Tel voyage, telle lecture, telle relation, telle expérience professionnelle. Et à ce moment-là, le rapport aux autres se trouve aussi transformé par notre rapport au temps comme art de vivre à la bonne heure. J'entends dans la presse, dans les médias, très souvent les mots burn-out, effortless, prendre son temps comme une injonction à ralentir de toute urgence. Qu'est-ce qui ne va pas? Que nous disent ces mots? Enfin, d'un côté, on nous demande de ralentir, mais le plus souvent, on nous demande plutôt d'accélérer. On est plutôt dans des sociétés qui sont dans l'addiction à la vitesse. Et l'un des grands enjeux, qui est à la fois d'ordre personnel, mais aussi un enjeu de transformation sociétale, c'est effectivement ce que j'appelle vivre à la bonne heure, en écrivant heure, H-E-U-R-E, c'est-à-dire le temps de la pleine présence à la vie, le temps de l'intensité. Et ça suppose effectivement de sortir de la logique du stress, de la course. C'est passer de, si on joue sur la sonorité des mots, c'est passer de l'attention avec un T, l'attention de la rivalité, de la course, du stress, à l'attention avec un A, comme disent les bouddhistes, c'est-à-dire une qualité de présence qui fait qu'on est complètement dans l'intensité du voyage de vie. Alors l'idée est super, le concept est magnifique et je signe tout de suite, mais concrètement, comment je peux appliquer ça? Comment peut-on nous tous appliquer ça dans notre vie quotidienne? Vous savez, moi je dis souvent dans les réunions publiques quand j'évoque cette question, et la première question c'est souvent celle que vous me posez, et oui mais alors comment? Et je renvoie à une autre question, je dis comment est-ce que vous réveillez le matin? Alors les gens sont un peu étonnés, et la plupart disent comme d'habitude, j'ai mon radio réveil qui me réveille avec les informations. Je dis, voilà. Surtout pas. Première décision, vous êtes en état de vulnérabilité, vous prenez toutes les catastrophes de la planète, donc vous changez ça, vous vous autorisez 10 minutes d'émerveillement le matin. Il y a quantité de raisons de s'émerveiller. Et l'émerveillement, c'est ce qui va nous donner de l'énergie. Et après seulement, quand on a cette capacité énergétique, on est capable de rentrer en contact avec des difficultés, des tragédies, etc. Thich Nhat Hanh, qui est un grand promoteur de ce qu'on a appelé la pleine présence, il dit on peut tout autant vivre la pleine présence dans un embouteillage ou en faisant la vaisselle qu'en étant dans une contemplation plus classique. Et vous dites que justement que la contemplation n'est pas un désœuvrement alors que la suractivité peut l'être. Oui, regardez, toutes les découvertes scientifiques résultent au départ de la contemplation. C'est ce qui fait que, par exemple, nous nous tournons vers les étoiles et nous sommes dans une capacité d'étonnement et d'émerveillement. Quand Galilée a utilisé la lunette qui traditionnellement était destinée à surveiller les armées en face et l'a tournée vers les étoiles, il a été d'abord dans une capacité d'émerveillement et de contemplation.
Après, il s'est posé la question, tiens, pourquoi est-ce que le ciel est agencé de telle ou telle manière? Mais toute approche scientifique démarre par un temps de contemplation. Et c'est la contemplation qui nous met dans un rapport à la vie où nous comprenons que le voyage de vie est une aventure absolument extraordinaire. Elle peut être difficile, parfois douloureuse, mais c'est une aventure absolument passionnante. Moi, j'aimerais vous questionner sur l'idée du burn-out. Parce Mhm. qu'on dit visiblement que c'est trop de travail, j'ai trop de boulot en ce moment et je fais une très grosse déprime. Et vous mettez en lumière que c'est pas tout à fait ça. Ben, c'est le croisement entre une suractivité, donc là il y a un aspect qui rejoint votre question, mais c'est aussi le sentiment de perte de sens. Perte de sens et souvent de perte de reconnaissance. Une personne qui est suractive dans son travail et qui a le sentiment que ça fait plus sens, et si en plus elle a le sentiment de plus être suffisamment reconnue, là les conditions du burn-out sont réunies. Alors comment faire pour redonner du sens à son quotidien à travers son activité? Il faut arrêter de croire que l'argent est la seule façon de vivre et que la seule façon d'avoir de l'argent, c'est le travail. Ben, des personnes qui ont fait un burn-out sont des personnes privilégiées pour être anticipatrices d'un nouveau pacte social fondé sur le droit au métier et le droit à faire de sa vie une œuvre, plutôt que la logique de l'emploi, du job et du travail au sens classique du terme. Il faut bien accepter à un moment donné que ces personnes-là, si elles ont cette possibilité, si l'État leur offre cette possibilité de se réorienter, qu'elles puissent être rémunérées. Ben, c'est pour cela que le débat sur un revenu de base, une protection sociale de base, et le fait de rémunérer des contributions qui ne sont pas forcément des contributions marchandes, par exemple celles des activités dites bénévoles, qui ne veulent pas dire gratuites, mais qui veulent dire de bonne volonté, ben, s'il y avait un revenu de base, une protection sociale de base et un accompagnement au métier projet de vie, à ce moment-là, on peut parfaitement réaliser ces potentialités-là. Je pense beaucoup de plus en plus à l'économie sociale et solidaire, au milieu associatif. Est-ce que vous y voyez une piste de changement pour demain? C'est pas très valorisé encore, hein, comme le bénévolat d'ailleurs, mais ce n'est pas du bénévolat. Est-ce que vous pensez qu'on a intérêt à se tourner vers ces métiers? Sont-ils porteurs d'avenir? Oui, il faut que la société reconnaisse pleinement le caractère positif de ces activités. Par exemple, la notion de bénévolat, aujourd'hui, très souvent, on dit bénévolat, ça veut dire être pas payé, on fait du bénévolat le contraire du salariat. Le sens réel du mot bénévolat, c'est l'orientation bonne de la volonté. Donc le contraire du bénévolat, c'est pas le salariat, on pourrait dire c'est la volonté mauvaise, le malévolat. Je rappelle souvent les mots, ils nous disent beaucoup de choses. Le mot métier, c'est un mot qui est inventé par le compagnonnage au XIIe siècle, à partir de la contraction de deux mots latins, qui sont les mots mystère et ministère. Ministère au sens de service. Donc un métier, c'est un ministère mystérieux. Donc c'est ce qui correspond à ce qui nous fait vibrer, à notre axe de vie. Finalement, quel est notre ministère mystérieux? Exactement. Et là, on peut dire que du point de vue de métier, mais c'est le même sens que le mot œuvre, que le mot vocation, il n'y a pas de chômage. Je veux dire, tout être humain est porteur de métier au singulier ou au pluriel en termes de projet de vie. Alors en parlant d'activité, le monde politique et puis les médias sont omnibulés par la question de la baisse de la courbe du chômage. Et là où les prospectivistes annoncent des chiffres un petit peu alarmants à l'horizon de 2040, alors qui a raison, qui a tort? Et est-ce qu'on doit redéfinir justement, c'est ce qu'on est en train de dire ensemble, le sens de notre activité si on veut échapper au pire? C'est sûr que le remplacement du travail humain par des machines, ça c'est une histoire très longue et qui se poursuit. Alors ça s'est fait avec les révolutions agricoles, ça s'est continué avec les révolutions industrielles, ça se poursuit aujourd'hui avec le numérique. Et de ce point de vue-là, il y aura une destruction d'emplois croissante. Mais en même temps, ça veut dire que c'est un énorme potentiel de temps, d'énergie libérée
pour des activités pleinement humaines, parce qu'il y a quantité d'activités qui sont dépendantes, pénibles, et après tout, les remplacer par des robots, que ce soit des robots informatiques ou des robots agricoles ou industriels, en soi, c'est plutôt une bonne chose, à condition que ce temps libéré soit également réparti, qu'il n'y ait pas une petite minorité qui en soit bénéficiaire et puis une majorité qui se retrouve au contraire dans des situations de dépendance accrue, et puis à condition que ce temps libéré permette de se tourner non pas vers le désœuvrement, mais vers l'œuvre, vers la pleine réalisation de ses projets de vie, de ses métiers. Et ça, à ce moment-là, c'est au contraire une chance. Donc en fait, il faudrait opérer un genre de glissement sémantique. Quelle est ta valeur dans la vie? Quelle est ta force de vie? Exactement, exactement. C'est une façon nouvelle de nous redéfinir notre place dans la société. Quel conseil auriez-vous, de ce point de vue-là, à donner au prochain gouvernement? La première chose, c'est tout politique qui est dans l'addiction du pouvoir comme conquête et comme domination devient un grand malade, dangereux pour la société et dangereux pour lui-même. Donc la meilleure chose qu'on peut proposer à ces personnes-là, c'est de se recycler, de se reposer, de reprendre le temps de vivre. C'est la raison pour laquelle moi je suis partisan d'approche de type élection sans candidat, c'est-à-dire a priori les personnes dont on a besoin, surtout dans des périodes aussi historiques que celles que nous vivons, sont des personnes qui sont suffisamment lucides sur les enjeux pour ne pas avoir particulièrement envie d'exercer ce type de responsabilité. Donc il faut aller les chercher et leur demander, comme un service, d'exercer ces ministères, et à ce moment-là, naturellement, elles vont poser des conditions. Elles vont dire, bon, vous me demandez ça comme un service, mais je ne veux pas y aller tout seul, j'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin qu'il y ait un mouvement porteur. 2, je ne veux pas que ça dure trop longtemps, donc la limitation dans le temps du cumul des mandats deviendra une garantie. 3, je ne veux pas que ça bousille ma vie personnelle, donc je demande à ce que des approches telles que celles des pays nordiques, où un Premier ministre peut avoir une vie personnelle, une vie de famille, eh ben, ça deviendra une demande légitime de garantie par une personne qui ne sera pas candidate parce qu'elle est dans l'addiction au pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il peut y avoir un renouveau en profondeur, les élections présidentielles approchent, au sein de la classe politique? Le renouveau, il dépendra beaucoup de ses forces de vie citoyennes. Parce que la classe politique est beaucoup trop dans les logiques mortifères de l'addiction et de la toxicomanie, dans le rapport au pouvoir, pour se changer elle-même. C'est comme si on demande à des transnationales qui sont dans l'économie spéculative de s'autoréguler pour en sortir. Elles sont trop malades, elles sont trop malades. Donc il y a un moment, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on est plusieurs à proposer que ce soit l'Organisation mondiale de la santé qui prenne en charge les marchés financiers. Il n'y a pas besoin de lire une presse alternative. Le Wall Street Journal, vous avez un éditorial célèbre qui dit « Wall Street ne connaît que 2 sentiments, l'euphorie ou la panique ». C'est exactement la définition de ce qu'on a appelé pendant longtemps la psychose maniaco-dépressive, et ça appelle des mesures de curatelle ou de tutelle. Ben, c'est la même chose dans l'addiction au pouvoir, mais ça peut être la même chose dans l'addiction à la gloire. Donc il faut considérer qu'on a un monde malade et qu'il faut traiter, y compris par des mesures thérapeutiques. Entre les mains, pour l'instant, de personnes qui sont malades. Exactement, mais c'est pour ça qu'il faut arrêter de demander aux grands malades d'être des thérapeutes ou de nous guider. Donc il faut se tourner du côté des forces non malades, et là on retrouve les forces de vie, les forces citoyennes. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples concrets? Ben, vous les avez dans des films comme Demain, justement, c'est-à-dire dans 5 domaines clés que sont l'économie, la finance, l'alimentation, l'éducation, la démocratie, l'énergie, etc. On voit bien que ces forces citoyennes, elles sont déjà à l'œuvre. Il faut nous tourner du côté de l'énergie créative. J'aime bien aussi cette belle phrase de Mathieu Ricard, « Il est trop tard pour être pessimiste ». Oui. Et par contre, moi je suis prêt aussi à aider d'autres personnes
dans une capacité de discernement pour qu'ils arrêtent le zapping et la superficialité qui est là plutôt du côté des logiques mortifères que du côté des logiques de force de vie. Deal. Voilà, dis-donc, très bien. Merci.